et les explorateurs du vivant. Le podcast du magazine Salamandre Junior, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Salut Sam. Salut Lise. Et salut à nos 3 explorateurs du jour. Salut, je m'appelle Fanny. Bonjour, je m'appelle Aileen. Moi, je m'appelle Elliot. Bienvenue les enfants. Moi, je suis prête pour de nouvelles découvertes. Où est-ce que tu nous emmènes, Sam ? Haha, on va voir si vous devinez. Suivez-moi. Je vous emmène assister à un phénomène fascinant. C'est une libellule, ça ressemble en tout cas. C'est un papillon. Il s'est posé sur une gentiane des marais. Une fleur rare d'un bleu-violet très vif, un peu en forme de cornet de glace. Et pourquoi il s'arrête particulièrement sur cette fleur ? Peut-être parce que le papillon préfère ce nectar-là. Parce que la fleur est belle. En fait, ce papillon s'appelle l'azuré des Mouillères, un joli papillon bleu et gris. Et cette fleur, c'est le seul endroit où il pond ses œufs. Ah ! Quand l'œuf devient chenille, il tombe au sol. Pourquoi on entendait fourmis alors qu'on parlait de chenilles avant ? Parce que la chenille les attend. Ces fourmis sont des myrmicas. Elle pense que la chenille est un bébé fourmi. Ils vont ramener la chenille à la fourmilière. Ils vont s'occuper d'elle. C'est exactement ça. Certaines chenilles restent près de 2 ans dans la fourmilière. Tu vois cet équilibre fabuleux entre une plante, une fourmi et un papillon ? Les marais et les tourbières abritent des trésors. C'est vrai, Sam, ce sont des réservoirs de biodiversité. Et ils sont très importants dans notre vie de tous les jours. Et on ne s'en rend même pas compte. Bonjour Yann Cuno. Bonjour les enfants. Alors vous êtes chargé de mission animation nature au Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Vous êtes une sorte d'explorateur des tourbières et des marais, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors moi, mon métier, c'est d'amener les gens, les familles ou des enfants comme vous à l'école, dans les marais, dans les tourbières, et de leur expliquer ce que fait la nature, ce que font les animaux, comme par exemple les fourmis que vous venez d'entendre, mais plein d'autres animaux et de plantes. Alors pour commencer, il faut comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce qu'une tourbière ? Alors c'est une très très bonne question, Elliot. La tourbière, c'est un milieu qui est très très peu connu, qui est très très mystérieux. On en a souvent une image avec des brumes, des bruits au loin. On ne connaît pas trop ces milieux-là. Ce sont des milieux donc humides et on y trouve beaucoup d'eau. Alors les tourbières, elles ont une particularité par rapport aux marais. Ce sont des milieux qui sont comme des grosses éponges qui vont absorber l'eau. Mais elles, les tourbières, elles vont essayer de la garder. Parce qu'à l'intérieur de cette tourbière, les plantes vont pas réussir à se décomposer et ça va former une roche qu'on appelle la tourbe. La tourbe, c'est une roche que les êtres humains ont utilisée depuis tout temps pour se chauffer. On peut se chauffer avec de la tourbe. Aujourd'hui, on l'utilise par exemple pour faire du terreau. Où se trouvent le plus souvent les marais et les tourbières ? Eh bien, il y en a partout dans le monde, des marais et des tourbières. On a des marais principalement le long des lacs et des rivières, dans les vallées, dans ce qu'on appelle le lit majeur des rivières. Et puis, on en a également le long des littoraux. Et pour ce qui est des tourbières, alors là, c'est des milieux qui sont un peu plus rares, qui vont avoir besoin de climat un peu plus froid et d'eau, comme je vous le disais, toute l'année. C'est ça la grosse différence entre les marais et les tourbières. Et quand on se balade dans un marais ou qu'on se balade dans une tourbière, alors là, les paysages sont totalement différents. Il y a de l'eau partout, mais dans les marais, on a une végétation luxuriante, c'est-à-dire qu'on trouve même des arbres, des arbustes, ce qu'on ne va pas trouver dans les tourbières, parce que le sol des tourbières est assez particulier, on dit qu'il est acide. Ça veut dire que plein de plantes ne peuvent pas pousser. Et dans les tourbières, forcément, on va y trouver des espèces extraordinaires, comme par exemple des plantes carnivores. Ah ouais ? On a par exemple une petite plante qui s'appelle la drosera, une toute petite plante rouge qui fait quelques centimètres de haut et qui a des longs poils avec des petites gouttes au bout, on dirait des petites gouttes de rosée. Sauf que c'est un piège, c'est de la colle toute gluante. Et il suffit qu'un insecte un petit peu curieux se pose sur cette plante, il va rester collé, la feuille va se refermer sur lui et elle va digérer cet insecte. Là, on parle des plantes, mais j'imagine qu'il y a aussi des animaux. Bien sûr, plein d'animaux impressionnants, comme par exemple un héron qui s'appelle le butor étoilé. C'est un oiseau qui est très rare en France et qui vit dans les roselières. On va pouvoir aussi, par exemple, trouver une petite araignée qui est une des seules araignées aquatiques et qui est capable de faire une toile d'araignée sous l'eau, sauf qu'elle, c'est pas un poisson, elle n'a pas de branchies. Donc pour pouvoir respirer, elle va piéger des petites bulles d'air qu'elle met dans ses poils, qu'elle va mettre sous sa cloche qu'elle a fait sous l'eau, et elle va pouvoir respirer comme un scaphandre pour pouvoir chasser sous l'eau. C'est génial.
Aileen, t'avais une autre question. Pourquoi les tourbières et les marais sont riches en biodiversité? Tout simplement parce qu'il y a de l'eau. L'eau, ça attire les insectes vont attirer les grenouilles vont attirer les hérons, et tout ce petit monde va vivre ensemble. Et dans les tourbières et les marais, les zones humides en général, il y a énormément d'abris et énormément de nourriture pour tous les animaux et les plantes, et les champignons aussi bien sûr. Alors Yann Cuno, en quoi ces zones humides, elles sont essentielles pour la planète et aussi pour nous, les humains? Alors ces zones humides, elles sont essentielles d'abord et avant tout pour la biodiversité. Mais elles vont permettre également de nous rendre à nous, êtres humains, des services énormes, comme par exemple la phytoépuration, c'est-à-dire qu'elles vont filtrer l'eau grâce aux plantes présentes sur les zones humides. Cette eau va se retrouver ensuite dans les nappes phréatiques et un jour ou l'autre, elle se retrouvera à votre robinet. Et une autre fonction essentielle des zones humides, c'est ce qu'on appelle la captation du carbone. C'est quoi la captation de carbone? Ah bah ça c'est compliqué. Alors le carbone, c'est une petite brique de vie, comme par exemple l'oxygène, dont tout être vivant a besoin pour vivre. On a tous besoin de carbone. Le problème, c'est que s'il y a trop de carbone sur notre planète, c'est une pollution. Et ça participe à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Et donc les tourbières, en piégeant ce carbone au sein des végétaux qui sont dans la tourbe, eh bien ça évite que tout ce carbone se retrouve dans l'atmosphère et participe au réchauffement climatique. Et il y a une dernière fonction qui est très très importante aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est ce rôle d'éponge naturelle. C'est-à-dire qu'en hiver, quand il va trop pleuvoir, le sol de ces zones humides, et en particulier des marais et des tourbières, va absorber toute cette eau. Donc ça évite les inondations. Elles sont très utiles, mais malheureusement, il y a de moins en moins de zones humides en France. Alors ça, c'est un très très gros problème. Il faut savoir, les enfants, qu'en l'espace de 100 ans, on a perdu en France la moitié de nos zones humides. Pourquoi les tourbières et les marais sont en une voie de disparition et en danger? La première chose, c'est que pendant des années, pendant des siècles je dirais même, on les a asséchés pour pouvoir aussi faire de la culture, de l'agriculture et pour pouvoir construire des maisons. Une deuxième chose aujourd'hui qu'on fait énormément, c'est l'imperméabilisation des sols. C'est-à-dire que pour construire une route, par exemple, on en construit des fois dans les zones humides, on va utiliser du macadam. L'eau ne passe pas à travers, donc la zone humide ne peut plus absorber l'eau. Et puis sur les tourbières, on en parlait, les tourbières produisent de la tourbe. Et nous, les êtres humains, on utilise la tourbe. Et du coup, en creusant dans la tourbière pour prendre la tourbe, on fait énormément de mal à la tourbière. Et puis, avec le changement climatique, on va forcément avoir des températures qui vont être de plus en plus importantes, et entre autres des sécheresses. Et la sécheresse, c'est une des pires choses pour nos zones humides. Est-ce que c'est possible de créer des nouvelles tourbières, des nouveaux marais? Et si oui, comment? Oui, il y a de l'espoir, on peut faire renaître des zones humides. Alors c'est pas facile, mais on peut. On peut pour les marais, par exemple, comme je vous le disais, un marais il a besoin d'eau. Donc s'il n'y a plus d'eau, l'objectif c'est de remettre de l'eau dans le marais. C'est pas si simple, ça veut dire des fois qu'on doit carrément changer le cours d'une rivière pour qu'elle revienne vers le marais. Pour les tourbières, c'est beaucoup plus compliqué puisque la tourbe elle va mettre des centaines d'années pour se développer. Donc ça c'est une possibilité. Et puis les enfants, vous-même, vous avez la possibilité de créer des zones humides. Par exemple en créant une mare. Dans le Pas-de-Calais, il y a une aire éducative qui s'occupe des zones humides justement. Et pour bien comprendre ce qu'ils ont fait, eh bien, Amy a interviewé ses camarades. Après avoir étudié le sol, les élèves ont commencé à creuser la mare. Au printemps 2022 et l'automne 2022, la mare a été terminée. Les élèves voulaient étudier la faune et la flore des milieux humides pour mieux les connaître et les préserver. Léonore, penses-tu que l'objectif a été atteint? Oui, car de nombreuses espèces végétales et animales s'y sont installées. Par exemple, nous avons inventorié 7 plantes et 5 types d'amphibiens. Cette année, nous allons nous intéresser aux insectes qui y vivent. Ambre, on peut donc dire que votre travail autour de cette mare est bientôt terminé? Pas vraiment. Il s'agit maintenant de la surveiller et de la protéger. Par exemple, nous devons contenir les espèces invasives, comme les roseaux à balais. Nous avons aussi fabriqué une barrière en bois tressé pour éviter le piétinement et protéger les habitants des berges. Bravo pour l'interview, Amy. C'est super toutes ces initiatives. Ça vous inspire quoi, Yann Cuno? Eh bien, ça m'inspire beaucoup de bonheur de savoir, les enfants, que vous reprenez le flambeau derrière nous. Et j'espère que demain, vous préserverez les marais, les tourbières et les zones humides en général. Merci beaucoup, Yann Cuno, d'avoir été avec nous. Allez, c'est le moment de retrouver Sam qui répond à tous les messages de petits explorateurs comme toi. Salut Sam. Salut. Bonjour, salut. Sam, comment ça va? Je voulais savoir. Pourquoi? Coucou Sam, je m'appelle Orlane et j'ai 10 ans et demi. En combien de temps un bébé poule nous oublie si on ne vient plus le voir? J'ai hâte de recevoir ta réponse.
Bonjour Orlan. Tu sais, à l'éclosion, lorsque les poussins voient leur premier objet mobile, c'est-à-dire leur mère, ou toi, si tu as assisté à leur naissance, ils mémorisent très solidement cet objet. Cette forme de mémoire s'appelle d'ailleurs l'empreinte, et c'est vrai qu'elle résiste très bien à l'oubli. Mais ça varie en fait en fonction des individus. Sinon, les poules sont en effet connues pour avoir une bonne mémoire, et elles apprennent facilement ce qui est positif ou négatif pour elles. Si c'est toi que le poussin a vu juste après sa naissance, je suis sûre que pour lui, c'est positif. Salut Sam, je m'appelle Isabella et j'ai 11 ans. Est-ce que tous les reptiles muent? Merci d'avoir choisi ma question. À bientôt. Oui Isabella, tous les reptiles muent pour grandir. Ils se débarrassent de leur ancienne peau, écaille par écaille, comme chez les tortues, par petits lambeaux chez les lézards, ou plus spectaculaire, en une seule fois, comme une chaussette retournée chez les serpents. Merci Orlan et Isabella, ça me fait trop plaisir de recevoir vos questions et même vos messages, vos petits mots doux, vos petits coucous, des dédicaces, enfin tout ce que vous voulez, moi, j'adore. Allez, tu nous rappelles comment on fait pour t'envoyer une question? C'est super simple, tu enregistres ta question sur le téléphone portable avec l'aide de tes parents et tu nous l'envoies par mail à l'adresse suivante, samjunior@salamandre.org. J'ai bien noté, samjunior@salamandre.org. Allez, on attend vos messages et d'ici là, prenez soin de vous. Et de tous les autres êtres vivants. Sam et les explorateurs du vivant. Le podcast du magazine Salamandre Junior, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.